Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel entrevue avec Lilian Meignier, qui est praticien en hypnose ericksonienne. Bonjour Lilian. Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui, nous allons donc parler de l'hypnose ericksonienne. On va brosser un petit peu le tableau de ce qu'est l'hypnose, de ce que les gens pensent qu'est l'hypnose. Et puis Lilian va nous emmener dans des cas très concrets qui vont nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes. Et je vais mettre tout le monde d'accord en disant bien que ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas l'hypnose telle qu'on l'imagine tous, qui dit attention, à 3, vous êtes une poule, et à 4, vous vous réveillez. On est d'accord qu'on ne parle pas de ça? On parle pas de ça. Moi, je fais pas ce genre d'hypnose. Et ce type d'hypnose-là, elle a été bien démocratisée actuellement par un Mesmer qui fait de l'hypnose de spectacle. J'imagine que tout le monde a plus ou moins déjà entendu parler de lui. Et donc oui, là, il utilise l'hypnose pour faire du spectacle, c'est-à-dire 1, 2, 3, comme tu dis, vous êtes une poule, mettre les gens entre deux chaises, mettre quelqu'un dessus. C'est du spectacle. D'accord. Et ce Mesmer-là, tu m'as dit quand on a préparé l'interview qu'il a pris son nom d'un autre Mesmer, du Oui, premier. c'est exact. C'est exact. En fait, il y a dans les années 1730, quelque chose comme ça, il y a ce Mesmer-là qui était médecin, donc il avait une certaine autorité dans ce domaine-là. Au début, alors, il n'appelle pas ça de l'hypnose. Il pense qu'il a un don et que c'est du magnétisme. Et par rapport à la médecine d'avant, il pense rééquilibrer les liquides dans les corps des gens. Et du coup, voilà. Et c'était une hypnose euh, on peut dire spectaculaire, mais pas dans le sens spectacle. Pour donner un exemple, le genre Oui. d'hypnose qu'il pouvait pratiquer, il appelait ça par exemple des passes magnétiques, où il mettait plusieurs personnes autour d'un aimant, voilà, il envoyait son pouvoir sur eux, et ça donnait des choses assez, inté- euh, pas intéressantes, mais spectaculaires. Les gens commençaient à se tordre de partout, avaient les yeux révulsés, vomissaient, enfin, c'était vraiment spectaculaire dans ce sens-là. Mais il ne les soignait pas. Il ne soignait rien en fait. Alors, il se trouve que ça marchait, étonnamment. Et, et là vient aussi la rumeur de je ne sais pas si je suis hypnotisable parce que pas tout le monde peut l'être. Alors, c'est faux, tout le monde l'est, on va revenir dessus plus tard. Alors ça, Mais c'est une c'est. vérité importante. Il y a Oui, des gens effectivement qui disent moi, ça ne marchera jamais sur moi. voilà, mais on n'est pas suggestible aux mêmes choses. C'est c'est aussi pertinent que de dire je ne sais pas si je suis suggestible au cinéma, moi. Ça paraît Ah, bizarre quelqu'un qui dit ça aujourd'hui. oui, ça paraît pas possible, surtout. On peut ne Bah, pas aimer un style de cinéma, voilà, mais c'est pas le c'est cinéma en ça. lui-même. On est d'accord. On n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Et du coup, c'est un peu ce mesmer-là qui fait courir le bruit, parce que s'il essaye ses techniques sur quelqu'un et que ça ne marche pas, il dit bah, vous n'êtes pas hypnotisable. Donc c'est un peu de là que ça vient aussi. D'accord. Donc on a un fondement de la connaissance de l'hypnose qui est un peu biaisé sur deux points. C'est-à-dire que le premier, il a fait de l'hypnose sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et on a un deuxième qui récupère la notoriété du premier pour continuer à faire de l'hypnose de spectacle. D'accord. On a bien posé que c'est pas de ça dont on parle. Non. Et tu vois bien arriver la transition toute faite. Donc, c'est de quoi donc que l'on parle? Qu'est-ce que l'hypnose ericksonienne? Raconte-nous. Quoi donc c'est? Eh ben, l'hypnose ericksonienne, son histoire, elle commence au début du siècle dernier, avec un monsieur qui s'appelle Milton Erickson. Et son histoire commence plutôt mal, vu que vers 19 ans, il attrape la polio. Ouf. C'est une maladie qui ne se soigne pas bien à l'époque. Et à l'hôpital, donc, le diagnostic du médecin, il l'entend le dire à sa mère. Le médecin dit à sa mère, je pense pas qu'il passera la nuit et de toute façon, il ne remarchera plus jamais. Et donc, Milton Erickson, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et de. Donc, il refuse le diagnostic du médecin. Il dit à sa mère, écoute, tu me mets devant la fenêtre. Si je vois le soleil se lever, ça veut dire que le médecin il sera trompé. Déjà, donc il tient la nuit, effectivement. Et il commence sa rééducation en regardant comment elle se meut, sa petite sœur, quand elle apprend à marcher, quand elle bouge. Il regarde comment le corps humain apprend à marcher, il s'imagine retendre ses muscles de la même façon, tout ça, et ça marche. C'est-à-dire qu'avec le temps, il arrive à faire rebouger un doigt, tout ça, et il finit par remarcher, et il remarche, il finit par se rééduquer seul. Il récupère donc l'usage de tous ses membres. Ouais, Ce qui, donc là, on est quoi dans les années 1920, etc., 1930 à peu près? à peu près, oui.
Oui, donc on n'est pas on n'est pas sur une avancée médicale qui fait ça, donc c'est vraiment lui qui apprend. Donc c'est une méthode C'est ça. empirique d'observation et il prend connaissance de nos mécanismes de fonctionnement. Donc c'est beaucoup basé Mhm. sur l'observation, de ce que j'en entends, hein. Bien sûr. Et On de va la peut-être pas suggestion. aborder. Oui. Tout ça, en fait, fait partie de comment le cerveau fonctionne, certaines mécaniques. Et on pourrait dire, on utilise certaines failles du cerveau. C'est pas un mot très juste, mais c'est un peu ça l'idée pour après modifier son état de conscience et aller dans des états dans lesquels on peut travailler sur soi. J'aime bien ton image de la faille parce que du coup, tu vois, quand tu images la faille, moi, je vois bien la brèche qui laisse passer une information C'est un entre peu les deux ça. états au final. Donc, c'est une jolie métaphore, cette faille, tu Oui. vois, parce que finalement, la faille, c'est aussi la brèche qui permet de laisser une certaine porosité entre deux Mhm. états. Donc, si je comprends bien, l'hypnose ericksonienne travaille sur la circulation de l'information entre un état de conscience modifié et la Oui. conscience telle qu'on la connaît. Donc, ça veut dire qu'on va être capable de modifier nous-mêmes, grâce aux praticiens, un état de Oui. conscience. Alors, grâce aux praticiens, mais tout seul aussi, si on peut apprendre l'auto-hypnose. Oui, tout à C'est fait. un, Oui. comme c'est un état qui est naturel, tout le monde est apte à changer d'état de conscience et de travailler comme ça sur soi-même, tout seul. C'est possible. Le but aussi de l'hypnose ericksonienne, c'est d'autonomiser les gens. Ça veut dire, à chaque fois que tu as un problème, tu vas pas venir me voir pour que je t'hypnotise. C'est aussi savoir installer certaines mécaniques en toi pour que à terme, tu puisses le faire seul. Ou qu'il y ait quelque chose qui soit suffisamment changé en toi pour que tu n'aies plus besoin d'aller me voir. C'est vraiment ça aussi, autonomiser les gens. Justement, tu arrives à la question que j'allais te poser. Dans le quotidien, quand on comprend la pratique de l'hypnose ericksonienne, donne-moi des cas concrets, deux ou trois cas. Mhm. On va regarder un petit peu la vie de tous les jours. Mettons, à quoi ça sert l'hypnose ericksonienne dans la vie de tous les jours? Au niveau professionnel, par exemple, si je connais l'hypnose ericksonienne, que je suis quelqu'un et que je dois passer un entretien soit annuel avec mon supérieur, soit passer un entretien d'embauche, euh, est-ce que ça peut m'aider? Bien sûr. Si on avait à l'école appris ça, l'hypnose, hein, savoir modifier un peu son état de conscience, tout ça, par exemple, on n'aurait plus peur du stress. On s'en servirait. Et en fait, on pourrait, par exemple, je vais à un entretien d'embauche et je suis plus submergé par mon stress et je suis pas invalidé. On va dire, bon, bah, je me mets un peu de stress, voilà, un tout petit peu de peur, beaucoup d'envie, et je me fais un cocktail pour être à fond apte à donner le meilleur de moi-même à ce moment-là. Et c'est moi qui compose mon cocktail D'accord. d'état de conscience. Si par exemple on a des addictions, on va prendre une addiction bien connue, celle de la cigarette. Comment l'hypnose ericksonienne m'accompagne pour arrêter ça? Alors, par exemple, on a souvent l'idée de l'hypnotiseur qui va endormir la personne, extraire quelque chose et la réveiller. On ne marche pas comme ça en hypnose ericksonienne. On va plutôt modifier, ajuster. Est-ce que c'est écologiquement OK pour la personne si c'est juste une cigarette par semaine? C'est OK, hein. Tant que la personne définit que c'est pas un problème, pour moi, c'est pas un problème. Et aussi, donc, ou modifier jusqu'à l'addiction va se transformer en autre chose. Et ce autre chose, il est très personnel. C'est selon la personne. Je peux pas dire j'enlève pour mettre toujours ça. Ça, c'est au cas par cas. C'est quelque chose qui est. Je peux pas dire je fais la même séance pour tout le monde. J'ai un protocole A, B qui marche sur tout le monde. J'adapte en fonction de la personne. Donc, c'est D'accord. très personnel. Ça veut dire que si par exemple moi je veux arrêter de fumer et que Mhm. j'aime bien, tu as détecté avec moi en séance, que j'aime bien, je sais pas, faire à manger, cuisiner, on va Mhm. pouvoir transférer une envie de cigarette sur ah bah tiens, j'irais bien cuisiner un truc Oui, ou je sais pas, manger un yaourt ou un truc comme ça. C'est ça en fait. Et c'est là où tu dis que c'est oui, personnel à chacun. C'est en fonction de ce que moi je suis que tu vas trouver le programme par lequel je vais remplacer. C'est oui, ça? pourquoi pas. D'accord. Ok. Il y en a un qui était très intéressant quand on a préparé l'interview. Tu me parles de la. On a parlé de procrastiner, qui est quand même le mal du Oui, siècle, hein. oui. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, monsieur le praticien en hypnose ericksonienne, si je procrastine?
J'ai un exemple en tête si on peut illustrer un peu. Vas-y. J'ai fait une séance à quelqu'un qui procrastinait aussi. Et son retour, ça a été, eh ben, en fait, quand j'ai une idée en tête pour faire quelque chose, je suis déjà debout en train de la faire. Donc ça, c'est un beau cas Ah oui, de modification de comportement, pour le coup. c'est-à-dire Donc, qu'elle a donné à son corps, cette personne-là, le message qu'au moment où l'idée arrive, le corps se met en route. voilà. Que la Donc ça, c'était procrastination, on est bien d'accord, c'est j'ai envie de, je vais faire, ça va être génial, machin, et puis je on le fait tout ferai. ça du canapé. Voilà. Ou de la Voilà. chaise, mais En effectivement, gros, voilà, d'un endroit où finalement on ne le fera pas. oui, Et là, en fait, au moment, dans ce que tu dis, au moment où l'idée arrive à quand je vais faire ça, au moment où quand je vais, en fait, tu as donné l'ordre à ton corps de se mettre en mouvement. Tu as remis du mouvement. c'est ça. Ouais. Mais ça a fonctionné d'une certaine façon pour cette personne. Si j'ai une autre personne qui me demande, bah, je procrastine, je vais peut-être pas faire le même travail, ça va pas être la même chose, parce que c'est très propre à chacun. Mais Mhm. pour elle, ça donnait ça. Voilà. D'accord. L'objectif final étant que par quelque côté que ce soit, enfin, par quelques programmes que tu passes, au moment où la personne, elle se dit, tiens, il faut que je fasse un truc, hop, elle se met en mouvement. Ok, Voilà. génial. C'est un exemple de comment Ah ça oui. peut faire. Ce Donc, que ça on a peut au faire. niveau pro, on a une addiction, on a une procrastination, effectivement. Donc, je pense qu'on comprend un petit peu mieux comment alors, tu vas pas tout dévoiler de tes séances. Donc, si les gens sont intéressés, bah forcément, il faut qu'ils viennent avec toi et qu'ils parlent. Mais ce que je comprends, c'est que lorsqu'on vient vers toi avec une Mhm. demande précise de quelque chose ou d'un état qu'on veut modifier, tu vas mettre en communication l'inconscient, le conscient, tu vas rentrer dans des programmes pour pouvoir modifier un état de conscience et apporter une information nouvelle. Ça ressemble à peu près à ça? Je comprends à peu près? Ça peut ressembler à ça. Ok. Et justement, puisqu'on parle de programme, et je vous avais annoncé au début qu'on allait rentrer un petit peu dans nos programmes et Mhm. se connaître un petit peu mieux, et je voudrais qu'on parle des métaprogrammes. C'est quoi un métaprogramme, si tu arrives à me l'expliquer en quelques mots? Oui. Alors, un métaprogramme, c'est un peu, au lieu de coller une étiquette sur une personne, on est composé de plusieurs métaprogrammes avec un degré plus ça ou plus ça. Après, on va détailler ce que c'est le plus ça ou plus ça. Si je la regarde, je comprends qu'elle est plutôt ce métaprogramme-là. Je comprends pourquoi elle fonctionne comme ça. Et je Et pense que, plusieurs... Oui. et je pense que ce serait bien que plus ou moins tout le monde connaisse ça, parce que socialement, en termes d'interaction, on comprend beaucoup mieux l'autre, je trouve, une fois qu'on connaît l'existence des métaprogrammes et comment ça fonctionne. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr que là, on va en regarder quelques-uns et effectivement, on se dit, ben, en fait, c'est de la base. On devrait tous savoir à peu près comment on Ah oui. interagit. Euh, donc j'ai compris, on a tous en même temps une vingtaine de métaprogrammes qui interagissent à tous nos niveaux. C'est ça? Alors, ouais. On va rentrer dans les détails. Euh, Depuis le début, donc tu nous racontes une histoire. Tu nous as raconté l'histoire de l'hypnose, tu nous as raconté l'histoire de Milton Erickson, euh, tu nous expliques comment se passent les séances, et dans ta manière de raconter, il y a un métaprogramme qui entre en jeu, c'est lequel? Ah, oui, je vois où tu veux en venir. Alors, si je vais me définir dans un métaprogramme là, ce serait plutôt global que spécifique. Global ou spécifique, voilà. Global, ça va être quelqu'un qui parle peu, dans lequel les choses restent globales. Voilà, on rentre pas trop dans les détails. C'est plutôt concis de manière générale. Un spécifique, ça va être plutôt l'inverse. Ça veut dire beaucoup de détails, plutôt allongé, plutôt voilà. Donc c'est pas drôle pour toi en interview. Voilà, t'es tombé sur un global. Et c'est sûr que pour toi, c'est un sacré exercice. Oui. C'est-à-dire qu'on va imaginer la chose facilement. Si je te demande comment tu as passé ton week-end, Lilian? Ah, c'était bien. Bah, je me suis reposé. D'accord. Voilà. Donc là, moi, si pose-moi la question. Ah, comment était ton week-end, Marina?
Alors, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de la cuisine, j'ai fait un shooting photo samedi. Après, j'ai commencé à faire le montage de certaines vidéos dimanche. Mais bon, après, il fallait que je règle pas mal de détails. Donc, Ouais. voilà. Moi, je suis une spécifique et toi, tu es un global. Ça veut dire que dans nos interactions sociales, si on ne se connaît pas et qu'on ne sait pas, moi, que je suis spécifique et toi, que tu es global, ça va Mhm. donner un qui va se dire ouais, il a l'air super intéressé pour me parler. C'est pas, enfin voilà. Et de l'autre côté, ça va se dire non, il est gentil, il saoule un peu quand même. Hein. Alors, ça peut donner ça, voilà. C'est ça. Si les deux sont bien poussés dans un côté et bien dans l'autre, pour l'autre personne, oui, ça peut donner quelque chose comme ça, quand c'est un peu accentué quand même. Et D'accord. je précise autre chose, Oui. un état global, c'est situationnel. C'est-à-dire là, autant je suis global, en séance, je suis plutôt spécifique. Et D'accord. On peut changer. D'accord. oui, d'ailleurs, c'est mieux. Normalement, c'est plutôt quelque chose qui va dans les deux sens. Si c'est coincé que dans un côté, que ce soit tous les métaprogrammes, c'est là où ça manque un peu de quelque chose. Et il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre. Il Oui, y a c'est pas pas un jugement c'est de pas valeur. mieux, Oui. voilà, c'est pas mieux d'être global ou c'est pas mieux d'être spécifique. Les deux Mhm. sont intéressants, de toute façon, à chaque fois. D'accord. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre métaprogramme dont on pourrait parler qui font Oh, partie il y des en a plein. grandes lignes? Il y en a plein sur lesquels qu'on pourrait parler. J'en ai en tête là. Linéaire ou créatif. Alors, Oui. qu'est-ce que c'est linéaire ou créatif? Quelqu'un de très linéaire, ça va être quelqu'un qui aime beaucoup avoir une bonne structure, quelque chose de bien carré, étape A, étape B, étape C, bien cadré avec peut-être un rythme. Voilà, quelque Oui. chose de bien construit, bien établi. D'accord. Quelqu'un de créatif, ça n'a pas Plus l'intéresser. pragmatique? Ouais. Si on prend la même trame, c'est bon, on peut faire un peu autrement l'étape A. Bon, l'étape B, elle n'est pas très intéressante, on la passe. Voilà, si, pour la même structure, le créatif, il va plutôt se comporter comme ça. Donne-moi un exemple, que comme ça, tout le monde se fait une représentation claire, un linéaire, un créatif. D'accord. Par exemple, Dans la maison, ça peut donner quoi un linéaire et ouais. un créatif qui cohabitent? Par exemple, un linéaire dans la maison, imaginons, il a sa façon de fonctionner, de bien ranger ses affaires, tout ça. Il peut ranger bien les couverts, bien les fourchettes avec les fourchettes, les couteaux avec les couteaux, tout ça, Oui. que ce soit bien carré, tout ça. Le créatif, bon, il prend un pot pour pousser un peu pour que ce soit bien Oui. visible. Pour pousser un peu l'exemple, il a un pot de fleurs, il met ses couverts dedans. Enfin, il n'y a pas de. Et puis un autre jour sera différent. Enfin voilà, c'est pas D'accord. Il très enlève les défini tout fleurs quand ça. même avant de mettre les couverts dedans, on est d'accord? Il Enfin, customise un pot de fleurs. Alors ça dépend du degré de créativité. D'accord, ok. En tout cas, je vois bien l'idée. Donc, si on sait qu'on est ou linéaire ou créatif, on peut tout à fait comprendre comment fonctionne l'autre. Parce que ce que tu dis là-dedans, c'est l'important, c'est la porosité des deux. C'est-à-dire qu'un créatif peut être créatif chez lui, mais linéaire au travail. Oui, C'est tout oui, à tout fait à fait. possible, si j'ai bien compris. Parce que encore une fois, c'est situationnel. C'est pas parce que Voilà, dans ce situationnel. cadre-là, je fonctionne comme ça que je fonctionne tout le temps comme ça. D'accord. Donc ça, c'est très important de voir en nous comment on est. Et si on est à ce moment-là, si on détecte en se connaissant mieux qu'on est tout le temps linéaire et que dès qu'on passe dans le créatif, on est en panique, là, on sait qu'on doit remettre du mouvement dans cette chose-là. Oui, parce que le côté créatif a aussi son intérêt. Si on n'est que Bien sûr, linéaire, ça peut être problématique. bien sûr, bien sûr. Donc là, du coup, la bonne connaissance de nos programmes et de nos métaprogrammes nous permet de progresser. D'accord, le Bien linéaire, sûr. le créatif, j'ai compris. C'est bien, ça me plaît bien. Mhm. T'en as un autre? J'en ai plein d'autres. On pourrait parler de, par exemple, ressemblance, différence. Oui. Alors ça, c'est Alors, intéressant, ça. ressemblance, différence. Voilà. Donc, encore une fois, c'est intéressant de le connaître parce que, imaginons, ressemblance, différence, est-ce que je vois plutôt ce qui est pareil ou est-ce que je vois plutôt ce qui est différent? Imaginons que on reprend deux personnes avec chacun un métaprogramme différent à ce niveau-là. Oui. On regarde deux tableaux et, ça va donner ce genre d'interaction. On regarde sur ces tableaux, il y a deux motos et l'autre dit non, elles sont pas dans la même position, par exemple. On parle de Ah, la même chose, de la même facette de la vérité, hein, mais on voit pas les mêmes choses. et effectivement, moi, ça me fait penser, par exemple, quand il y a un nouveau membre qui arrive dans une équipe,
Mm. Tu vas toujours avoir ceux qui disent ah mais j'adore, elle est organisée comme nous, elle a les mêmes goûts Mm. musicaux, ou il a les mêmes goûts musicaux, ou il aime bien, il a vu ce truc, ce machin. Et puis tu as toujours les autres qui vont dire ouais mais en fait elle a besoin d'un espace alors qu'on est en coworking, elle a besoin de ci, etc. Et qui vont effectivement voir tout ce qui dissemble d'eux. Et du coup en discutant avec la personne, si on annonce que notre programme il est ressemblant, différenciant, elle va comprendre que c'est pas lié à elle et que c'est lié aussi à notre programme. Donc là aussi, je vois dans la projection comment on peut Mm. mettre beaucoup de sérénité dans une interaction. Moi, le maître mot que je commence à entrevoir de l'hypnose ericksonienne, ça rejoint un petit peu l'entrevue que j'avais eu avec la coach en PNL, Sandrine. Euh, Mhm. en se connaissant bien, on arrive quand même à avoir des interactions avec l'autre qui sont beaucoup plus apaisées. Ouais. Par exemple, si dès le début, on commence à échanger et tu me dis, OK, bon, j'ai compris que tu étais global, t'inquiète pas, moi je suis plutôt spécifique, donc t'inquiète pas. Et puis si ça va dans les deux sens, on se comprend mutuellement, bah Ah, c'est forcément ça clair. facilite l'interaction, je pense, même Ouais. la compréhension de pourquoi il se passe ça devant moi, pourquoi la personne fonctionne comme ça, pourquoi, voilà. Ah bah, j'imagine, parce que là, dans les couples, après, on Ah est oui, dans les couples, c'est ah oui. les métaprogrammes qui se ressemblent pas. Enfin, ça donne quand même lieu à des choses. Toi, tu as dû en entendre quand même des exemples comme ça. Hein. Ah oui, j'ai même pu constater certaines choses. Par exemple, dans un couple, il y avait la femme qui était un métaprogramme plutôt futur, donc elle arrivait. Ah oui, bon, je vais introduire ce métaprogramme-là. Ah ouais, bah oui, celui-là, on n'en avait pas parlé. Vas-y. Ouais, alors, plutôt passé, présent ou futur. D'accord. Est-ce que je me futurise facilement sur un mois, 2 semaines, ça c'est métaprogramme futur, un an, voilà. Pour quelqu'un qui est beaucoup futur, ça va être facile de se projeter sur un an. Pour Mhm. quelqu'un qui va être trop présent, ça va pas être pareil. Il va plutôt vivre l'instant, demain, bon, ben, on verra, vous savez, ça donne ce genre de phrase. Mhm. Métaprogramme passé, c'est beaucoup, je me réfère à mon passé, comment ça a fonctionné, tout ça. Je me définis vraiment par rapport à mon passé, ça c'est le plus commun, hein. Normalement, la culture actuelle, c'est je suis ce que je suis grâce à mes épreuves passées ou à cause. Mhm. Et donc, pour reprendre mon exemple, j'avais la femme dans ce couple qui était beaucoup future et le mari qui était plutôt présent. Mhm. Et du coup, ça donne mais parfois des incompréhensions. Ça veut dire, tu sais tu te rappelles ce qu'il faut que tu fasses, je sais pas, demain, après-demain? Elle fait, bon, on verra. Et elle ne comprenait pas comment c'était possible qu'il ne sache même pas ce qu'il fait demain ou la semaine prochaine. Pour elle, c'était Mhm. juste inconcevable. C'est juste qu'il ne fonctionne pas de la même façon. Ah ouais, d'accord. Et du coup, tous les films qui sont basés sur il n'a pas pensé à notre anniversaire de mariage, il n'a pas pensé à mon anniversaire, sont basés sur une incompréhension du métaprogramme passé, présent, futur. C'est ça. Alors, possiblement, oui. D'accord. Mais mine de rien, si dans le couple, ces deux personnes arrivent à se dire, alors moi, je suis une future, donc j'ai besoin d'avoir une certaine Voilà. rassurance sur ça, et la réponse est effectivement, moi, je suis un présent, donc j'ai du mal à me projeter, et que chacun sait qu'il doit aller un petit peu vers l'autre, la future, lâcher un Ouais, peu de lest, et le présent, arriver à futuriser un peu, effectivement, on sort des oui, mais toi, tu fais jamais, et oui, mais toi, tu es toujours. Voilà, ouais. effectivement. Je crois que là, on a bien compris en quoi l'hypnose était un outil extraordinaire de connaissance de soi et puis de meilleure connaissance de nos parties conscientes et inconscientes. Et je voudrais quand même que tu nous dises, toi, de manière personnelle, Lilian, comment Mhm. tu es arrivé à devenir praticien en hypnose ericksonienne. Qu'est-ce qui, dans ta vie, à un moment, a fait que tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? C'est quoi ton histoire? Alors, c'est arrivé plutôt récemment à l'échelle de ma vie. Ça veut dire que avant, j'ai eu un parcours scolaire un peu, on peut dire, difficile. C'était pas mon milieu de prédilection. Mhm. Je vais en bac pro, c'est déjà mieux. Donc, je commence à savoir, là, j'aime beaucoup faire du travail de mes mains. Donc, je m'oriente plutôt vers un métier technique. Mhm. Je fais un métier technique, tout ça. Et là, récemment, pendant le dernier confinement, euh, je, j'ai toujours eu cette partie de moi qui voulait quand même s'intéresser au domaine humain, qui voulait d'une certaine façon accompagner. Je savais pas encore comment, je savais pas quel outil. Et au dernier confinement, je tombe sur
un cabinet public de Kevin Finel qui fait de l'hypnose ericksonienne. Hein. Très, très grand monsieur. Ah oui, oui, fondateur de l'école de l'Arche, hein, qui est une De école l'Arche. d'hypnose ericksonienne qui est vraiment, vraiment importante en France. Et Ouais. Kevin, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. J'étais tombée par hasard Oui. sur des. Effectivement, le cabinet public, c'est des grands moments toujours. Ouf, oui, oui, oui. Et donc, c'est l'école où j'étais formé, l'Arche. Voilà. D'accord. Et donc, je vois ce cabinet public et je me dis, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est cet outil-là. Il y a beaucoup de choses à faire avec. C'est ça qui m'intéresse. Je veux Et me tu as tout l'approprier, ça. lâché. Tu as tout lâché. Tu as lâché ton Ah, métier, tu as ouais. lâché le cursus dans lequel tu étais prévu. Tu étais parti pour faire de la fibre optique et au final, tu fais praticien en hypnose ericksonienne. Et je crois savoir que tu l'as fait en plus en accéléré pour vraiment rentrer dans cette pratique. Et Ouais. aujourd'hui, tu te sens comment d'avoir fait ce choix très clivant de vie? Tu es passé d'un truc à quelque chose qui n'a rien à voir. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, au début, beaucoup de doutes. Mais maintenant, là, une fois que je regrette pas du tout. Je suis vraiment heureux d'avoir fait ce choix. Je pense que c'était vraiment le mieux à faire de m'être choisi. Voilà, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire et je regrette pas du tout. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je pourrais apporter aux gens. Ouais. Une Du coup, c'est dimension humaine. vraiment Mm, ah ouais, mm. ouais, Et ouais. d'ailleurs, une fois quand on en avait parlé pour préparer un petit peu ce moment, tu disais, mais de toute façon, c'est pas vraiment un métier parce que moi, j'ai pas l'impression de travailler. C'est quelque chose Oui, qui me fait plaisir. Donc, je pense que quand on en arrive à ce degré-là de passion, c'est ouais. que vraiment, on s'est fait un beau cadeau de vie. C'est que vraiment, on s'est fait un beau cadeau de vie. Et Hmm. puis, ben, je voudrais terminer là-dessus en te remerciant d'avoir partagé ça avec nous, Lilian. Merci. Oui, Je vais merci. mettre, je vais mettre dans la petite bio sous l'entrevue les coordonnées pour si les personnes veulent te contacter et Mhm. en savoir un petit peu plus sur elles, avancer dans leur vie sur plein de plans. Donc, on a compris hein, les addictions, la gestion du stress, une meilleure connaissance de soi, de ses métaprogrammes, de sa manière Mhm. d'évoluer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, Hmm. je remercie Lilian de nous avoir accordé tout ce temps et puis de nous avoir appris tellement de chouettes choses sur nous. Je vous dis à Mhm. bientôt. Salut! À bientôt, au revoir.